Bien, merci messieurs d'avoir accepté cette invitation. Monsieur le vice-premier ministre, encore merci de rester avec nous pour échanger avec nos invités et revenir sur cette stratégie très ambitieuse 2030. Vous l'avez vu, ça suscite quelques envies pour nous qui sommes ici réunis. Donc, monsieur le vice-premier ministre, ministre du digital, de la transformation numérique, donc ukrainien, Didier Trutt, qui est également à mes côtés, CEO de IN Group, merci encore d'être avec nous sur ces sujets. Également à mes côtés, Monsieur Pierre Barnabé, Head of Manufacturing and Head of Big Data and Cybersecurity chez Atos. Merci Pierre d'être avec nous. Nous avons également le plaisir d'avoir Monsieur Ronan Legleu, sénateur. Merci Monsieur le sénateur d'être avec nous. On parlera de la boussole stratégique européenne sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Et puis également Guillaume Clossa. Merci Guillaume d'être également avec nous ce matin. Donc fondateur de Europa Nova, vous êtes également l'auteur de plusieurs rapports. Alors il y en a tellement que j'ai peur d'en oublier un, et notamment bien sûr à la demande de la Commission européenne. Vous avez publié dernièrement un rapport sur lequel nous reviendrons sur comment faire de la cybersécurité une clé de voûte en matière de souveraineté numérique, et vous êtes l'ancien conseiller spécial de la PFUE 2008, également ancien vice-président de la Commission européenne en charge du numérique, conseiller spécial à mentionner. Bref, on l'a compris, beaucoup de sujets passionnants sur lesquels on va revenir avec vous tous. Peut-être, monsieur le vice-premier ministre, revenir avec vous sur ce que vous avez mis en place en Ukraine. Vous avez détaillé déjà ce matin un programme très ambitieux avec de l'identité numérique, des services autour de la santé, de l'éducation, la e-démocratie, la e-residency. Donc on voit les échos qui sont faits à l'Estonie, et vous l'avez par ailleurs souligné. Également sur la partie du commerce, puisqu'on a compris que l'économie numérique était très importante dans votre stratégie nationale. Au niveau de l'Europe, vous avez le soutien notamment de EU for Digital. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu avec nos invités ? Oui, en effet, nous travaillons avec la Commission européenne, le Conseil de l'Europe. Et nous avons la question de transformation digitale dans nos projets. C'est extrêmement intéressant. Notre ministère était nouveau. Il a créé il y a un an, et tous nos projets ont été réalisés grâce justement à l'aide européenne. De fait, nous avons travaillé comme une start-up. Nous avons commencé presque sans budget public, mais grâce à l'aide européenne, différents programmes et fonds. Et je peux souligner, par exemple, un projet Trembit, donc c'est un X-Road estonien. C'est un système informatique qui permet d'échanger les données entre les registres. C'est un produit estonien qui nous a été transmis, et nous avons réalisé une intégration de ce produit en Ukraine. Aujourd'hui, par exemple, nous avons élaboré notre propre produit, une plateforme pour l'ouverture des registres, car donc, ce renouvellement des registres, c'est un défi pour chaque État. Pour que ces registres soient technologiques, protégés, qu'ils puissent loguer avec n'importe quel service, qu'on puisse voir qui fait quoi dans le registre. Donc, les différents critères qui peuvent être pris en compte. Aujourd'hui, nous avons élaboré une solution open source que nous ouvrons pour un marché ukrainien de développeurs. Et nous voudrons renouveler tous les registres dans notre pays. Et nous sommes prêts à partager ce produit avec d'autres pays. De même, nous avons travaillé de manière active, nous avons collaboré sur les certificats Covid. L'Ukraine avance à grands pas vers l'Union européenne, et la loi sur le régulateur de télécommunications
aussi les lois sur les communications électroniques, tout cela est intégré dans la législation européenne. Tout est conforme à la législation européenne. Par conséquent, nous étions le premier pays pour l'UE qui a été intégré dans le marché numérique unique. Nous travaillons également dans le domaine de la cybersécurité. Nous travaillons avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec l'OTAN. Nous avons un cyberdialogue avec les États-Unis actuellement. Nous développons le réseau des centres, des cybercentres en Ukraine. Nous sommes parfaitement synchronisés. Et l'ambassadeur de l'Union européenne en Ukraine est en communication constante avec nous et souligne les succès de l'Ukraine dans le domaine numérique. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. On reviendra évidemment sur ces partenariats avec les États membres de l'Union européenne auxquels vous êtes aujourd'hui très ouverts, favorables, et on voit qu'il y a effectivement un alignement sur l'ensemble notamment des réglementations. Et en matière de cybersécurité, vous l'avez évoqué, le vice-président de la Commission a aussi souhaité terminer son intervention sur cette dimension. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a consensus sur cette nécessité. C'est une demande aussi des citoyens dont nous parlons depuis ce matin. Peut-être, Pierre, si vous voulez bien qu'on en parle avec vous, parce que la cybersécurité, c'est évidemment un des points forts sur lequel travaille activement le groupe Atos, groupe leader avec des ambitions très fortes au niveau évidemment européen. Le vice-président l'a évoqué, il a parlé d'intelligence artificielle, il a parlé de edge, il a parlé de quantique. Bon, je crois qu'il a fait le panorama finalement de tout ce sur quoi il faut investir aujourd'hui pour relever les challenges de 2030. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on s'est hissé à la 2e place mondiale des services de cybersécurité et on espère être numéro 1 d'ici quelques temps, le plus rapidement possible. On est entouré de grands groupes américains, donc c'est l'intérêt de l'Europe, même si, bien sûr, la problématique, elle est mondiale. Le vice-premier ministre en parlait, c'est vraiment une problématique mondiale. Et je dirais, pour bien comprendre ce dont on parle et qu'est-ce qu'il faut mettre en place, il faut comprendre la dynamique des données. Parce qu'à la fin, c'est bien ce dont on parle, la valeur désormais est dans la corrélation, l'intelligence des données. Ces données sont en train d'exploser tout simplement parce qu'on en produit, nous tous, de plus en plus. Donc on vise une multiplication par 30 à 40 du volume de données d'ici à 10 ans. C'est absolument gigantesque, gigantesque. Et en face de cette valeur que constituent les données, eh bien, il y a la criminalité et la volonté de voler, d'utiliser, qui, elle, bien sûr, suit le même rythme, je dirais même, a tendance à s'accélérer. Et la pandémie qui nous a obligés à vivre à distance, être connectés à distance, a ouvert certaines voies, je dirais certaines vocations, si je peux m'exprimer ainsi, à la cybercriminalité pour se développer dans ce domaine-là. Donc, face à ces volumes énormes de données et à cette criminalité, il faut mettre en place des technologies sous-jacentes qui permettent effectivement de nous aider à sécuriser les citoyens, les entreprises, les gouvernements. Et ces technologies elles ne peuvent s'affranchir de 2 éléments absolument clés. La puissance de calcul, et c'est ça qui fait qu'on est numéro 2 mondial désormais, c'est cette puissance de calcul que nous maîtrisons, dont nous sommes très peu de groupes dans le monde à maîtriser, dans le cœur, mais également jusqu'à l'edge. Et demain, jusque dans les téléphones, jusque dans les objets qui seront effectivement de plus en plus intelligents, de plus en plus connectés et de ce fait de plus en plus vulnérables. Et au-dessus de cette puissance de calcul, cette capacité à brasser des volumes énormes de données et en tirer effectivement l'intelligence, mais également en pouvoir en apporter la sécurité, l'intelligence artificielle. Parce que, et nous, on l'a vu lors des Jeux Olympiques de Tokyo, que nous avons l'honneur et le privilège de sécuriser, sur les systèmes critiques, essentiellement les échanges de données sensibles, la diffusion vidéo, audio, TV, les fichiers liés aux athlètes. Nous avons observé 4,4 milliards d'événements
sous 15 jours, enfin sur 2 fois quinzaine, puisqu'il y a les Jeux paralympiques également. 4,4 milliards d'événements. Alors, un événement ne veut pas dire une attaque. Mais parmi ces 4,4 milliards, un certain nombre d'attaques, dont certaines d'une complexité jusqu'à présent inédite. Et si on n'avait pas été aidé par l'intelligence artificielle pour faire face à ce tsunami d'événements, jamais on n'aurait fait face. Et ça va devenir absolument essentiel. Donc la puissance de calcul de la puissance classique aujourd'hui à l'edge, avec demain l'avènement du quantique et au-dessus une couche d'IA, pour nous permettre de cybersécuriser, je dirais même de sécuriser le digital et la donnée, c'est un élément absolument essentiel au-delà d'une coopération globale, enfin régionale et globale, pour comprendre où sont les dangers et où sont les menaces. Effectivement, la donnée que vous avez replacée au cœur du sujet, puisque c'est aujourd'hui clairement essentiel, il y a cette accessibilité à la donnée, il y a la valorisation de cette donnée, et puis il y a la protection, et finalement c'est ce trinôme quelque part qui est absolument essentiel. C'est évidemment quelque chose que vous portez au quotidien, vous aussi Didier Trutt, au sein de DN Group et de l'ensemble des instances européennes avec lesquelles que vous accompagnez, et on l'a vu dans cette crise de la Covid, vous avez été aussi très proactif, et ça quelque part ça montre qu'on peut réagir, qu'on peut faire et qu'on peut délivrer des services qui fonctionnent et qui aujourd'hui sont quelque part un peu aussi une référence, puisque on le voit, ce pass sanitaire aujourd'hui est utilisé, et c'est important. Cette protection des données, elle est essentielle pour la confiance, cette confiance dans le numérique qui sans cela quelque part ne tiendra pas et ne pourra pas être durable et pérenne. On a besoin d'un volet réglementaire, légal. Je crois qu'en Europe, nous sommes plutôt bien dotés dans ce domaine-là. Il faut également des entreprises, il faut des champions, il faut des leaders européens. Comment est-ce qu'on les construit aujourd'hui ? Je pense que ça passe, vous l'avez très bien dit Mélanie, ça passe à la fois par le volet réglementaire. Alors on est bien doté, mais bon, on va y revenir. Et en même temps, par finalement la densification de notre tissu industriel. Voilà, je pense que c'est vraiment ces deux volets qui sont le cœur de la confiance et du socle de confiance qu'on souhaite construire. Et si je prends un RGPD, on en a tous parlé, on voit la capacité de l'Europe à mettre en place, finalement, à travers un règlement, un certain nombre de règles qui ont permis aux industriels de différencier quelque part leurs solutions. Moi, quand j'entends le Digital Decades pour au niveau européen, ça passe là aussi d'abord par une philosophie, on y reviendra plus tard, mais le Human by Design, c'est différent quand même du Security by Design, bon, très bien, du Human by Design, ou du State by Design, pardon. Et on voit que derrière cette Digital Decade, on revient sur la capacité de créer un règlement sur l'identité numérique, en dotant les citoyens d'un wallet, d'un portefeuille électronique. Ce portefeuille électronique, dans chaque État, va devoir contribuer à créer un écosystème pour créer cette identité numérique qui sera portée dans ce fameux wallet et qui permettra à nous, citoyens, de pouvoir revendiquer finalement nos identités, de pouvoir décider des données que l'on veut partager ou pas partager. Donc on vient renforcer encore le socle de cette confiance numérique. Ça, c'est le volet réglementaire. Mais ensuite, il faut le volet industriel. Et dans ce volet industriel, moi, je crois qu'on parle beaucoup du numérique, je crois qu'on associe le numérique à une dimension mondiale, et pourtant, quand on regarde l'Europe, on continue à regarder les groupements d'entreprises dans le périmètre européen. Moi, je pense que le groupement d'entreprises, il faut le regarder dans un espace international. On se regroupe en Europe, mais la dimension à l'international, et ça c'est important, il y a eu des ratés, on va dire, dans d'autres domaines, où on a regardé le regroupement des entreprises uniquement au périmètre européen. Il ne faudrait pas faire la même erreur dans le numérique. Et puis le deuxième point, c'est ce tissu finalement d'industriel, il peut passer par des formes d'alliance. Moi j'aime bien le projet Gaia-X. Quand vous regardez ce projet, finalement, il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont réunis. Regardez les acteurs, ils ne sont pas uniquement européens, il y a même des acteurs étrangers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils adhèrent aux valeurs de l'Europe, ils adhèrent aux standards et à la promotion des standards européens. Et donc ça veut dire pour l'Europe, mais au-delà de l'Europe. Et en même temps, ça permet d'associer, de densifier ce tissu européen. Et on pourrait même imaginer ce qui a été fait dans Gaia-X, pourquoi pas l'étendre sur l'IoT, sur la blockchain, sur d'autres verticales européens. Donc voilà, oui, j'y crois énormément, ces deux volets. Beaucoup d'enthousiasme, et quelque part ça fait plaisir, et je crois qu'on en avait aussi tous besoin pour cette relance finalement. On voit que tout repart, et ça c'est plutôt très positif. J'ai envie de
vous demander, Didier Trutt, est-ce qu'on s'en donne les moyens aujourd'hui d'avoir ces champions qui émergent ? Ouais, je crois. Moi, vous avez cité le Covid. Nous, on a fait une toute petite partie, puisque le TAC Vérif, finalement. Bon, d'abord, je peux vous dire que le code, il est éthique, il est security by design, il est protection des données. Et je trouve que c'est une différenciation. Voilà, si on est capable, c'est une différenciation. Et là, la communauté européenne a réagi très très vite, puisque finalement, ce code, c'est pas le code de chacun des pays, c'est un code qui a été unifié, standardisé. Il y a un code européen. Imaginez si on a la même dynamique dans d'autres domaines. Ouais, mais je pense que il faut qu'on garde en mémoire ce qui s'est passé pendant cette période Covid et capitaliser finalement sur notre capacité à nous mobiliser en tant qu'industriel, mais aussi la capacité à l'Europe de décider et d'avancer. Le positif de la crise, finalement, pour continuer à poursuivre sur cette dynamique qui s'est instaurée. Guillaume Clossat, évidemment, grand expert de ces sujets européens. Est-ce qu'on peut peut-être voir avec vous comment vous percevez la maturation de l'Europe sur ce sujet ? On en est où, selon vous ? Alors, d'abord, je voulais féliciter le vice-premier ministre parce que ce qui est en train d'être fait en Ukraine, c'est fondamental. C'est fondamental pour l'Europe. Et c'est fondamental aussi pour les pays européens parce qu'il me semble que même un pays comme le mien, et je parle devant le sénateur, pourrait apprendre du cas ukrainien. Et moi, je serais ravi d'aller sur place pour... Et c'est aussi fondamental pour la relation de confiance que les entreprises européennes doivent avoir avec l'Ukraine parce que vous êtes en train de réinventer une administration. Et puis parfois, dans le domaine commercial, on a l'impression que c'est un peu le Far West. Et là, vous créez les conditions de la confiance et donc de rapports économiques, politiques, sur une nouvelle base entre l'Union européenne et l'Ukraine. Et je pense qu'il fallait le dire. Alors maintenant, sur la question de la souveraineté numérique, puisque c'est celle que vous posez du process de maturation, d'abord, essayons peut-être de donner une définition. Pour moi, la souveraineté numérique, c'est la capacité de protéger aussi bien les individus que les entreprises, de prendre des décisions et de les mettre en œuvre, donc de s'informer de manière correcte, dans un cadre d'un débat raisonné, sans ingérence, de fiscaliser, donc protéger et défendre, s'informer, débattre, mettre en œuvre, fiscaliser, et puis de répartir la valeur économique. Voilà. Il faut qu'il y ait une définition de la souveraineté numérique. C'est celle que je propose, et je pense qu'elle... Si elle mérite d'être débattue et il faut qu'on adopte quelque chose parce qu'on ne peut pas parler tout le temps de souveraineté numérique sans mettre des choses extrêmement claires et j'ai l'impression autrement que chacun la mange à sa sauce. Donc voilà une proposition de synthèse. Si on a cette proposition de synthèse, je pense qu'on peut accélérer encore plus vite en matière de maturité. Alors, le process de la maturité, je dirais qu'il a commencé avec l'affaire Snowden il y a une dizaine d'années, qui a mis en évidence la nécessité de protéger les données des individus et des États. Donc ça, c'était vraiment le déclencheur, en gros, en 2013, qui a abouti au RGPD, au GDPR, en anglais, ce règlement de protection des données individuelles. Et on a besoin de la même chose pour les données industrielles. Il faut pas on est dans une lutte internationale où il n'y a pas de bons et de méchants, mais où il y a des enjeux économiques majeur et le monde cyber, le monde numérique ne peut pas être pensé comme le monde physique. Donc il faut que nos dirigeants aussi se projettent dans cette perspective. Le deuxième élément de maturation, ça a été le Brexit, soyons honnêtes, où on a découvert l'affaire Cambridge Analytica et on a compris des phénomènes d'ingérence qu'on avait déjà vus et qui ont eu lieu l'année d'après dans les pays baltes, qui étaient insupportables. Et puis après, il y a eu un certain nombre d'affaires avec les GAFA où on s'est rendu compte en fait qu'ils répartissaient la valeur économique comme bon leur semblait et que ça, c'était problématique parce que, par exemple, en janvier 2019, quand j'étais conseiller spécial de la présidence de la Commission européenne, on a eu un séminaire sur les plateformes systémiques. C'est quoi une plateforme systémique ? C'est une plateforme qui, même avec peu de parts de marché, peut déstructurer en quelques mois une industrie entière. Et donc, elle se comporte en fait comme une compagnie coloniale. Nous-mêmes, je veux dire, on a ni blanc ni noir, mais au XVIIe ou au XVIIIe siècle, elle déstructure des marchés, elle capte des ressources et des talents, elle capte la valeur, et en général, elle ne paie pas d'impôts, ou très peu. C'est exactement le même modèle qui est répliqué. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je constate. Et on a pris conscience
qu'il y avait cette problématique. Et c'est dans ce cadre-là que le président Juncker et le vice-président Ansip m'ont demandé de réfléchir à ce que pourrait être, et donc de préparer en fait ce que pourrait être le mandat de la commission actuelle. Et donc c'est ce qui a abouti au Digital Market Act et au Digital Service Act qu'on est en train de discuter. Donc oui, maintenant il y a une maturité. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles on n'est pas complètement à l'aise, notamment avec nos amis américains, parce qu'on parle d'hébergement de données, mais il faut un rapport de réciprocité, et on est dans une relation qui est asymétrique. Et moi, je ne comprends pas pourquoi, quand OVH va aux États-Unis, ou peut-être Atos, et qui veut faire de l'hébergement, dans la pratique, il est obligé de créer une société de droit américain qui soit complètement déconnectée des intérêts des actionnaires européens, parce qu'autrement, on ne peut pas respecter le RGPD. Et donc, moi, je pense qu'il faut de la réciprocité et que ça soit exactement la même chose. Et le dernier élément qui me paraît important, c'est qu'il faut qu'on ait une stratégie qui soit une décennie européenne, qui soit ouverte aux like-minded. Et like-minded, c'est l'Ukraine, par exemple. Il ne faut pas qu'on ait quelque chose de fermé. Donc, qu'on pense grand, c'est la condition de notre influence et c'est la condition de notre succès industriel. Et il faut aussi, vous par exemple en Ukraine, que vous développiez des sociétés ukrainiennes qui puissent avoir accès au marché européen et réciproquement, et qu'on fasse quelque chose qui est très important et qui a été la condition de succès des sociétés américaines dans l'après-guerre, c'est des participations croisées capitalistiques. Parce que c'est ça en fait qui fait que vous avez le backing, le support suffisant. Une société comme Naval Group, si elle avait eu des actionnaires polonais et allemands, ce n'est pas forcément facile, mais imaginons, ou italiens, ce qui était plus facile, croyez-moi que la donne politique et géopolitique ne serait pas la même. On est dans des rapports de force où on a besoin de sociétés qui aient une variété d'actionnaires européens, bon cas, Atos, par exemple, qui a dans son capital les Allemands. Mais c'est fondamental, en fait. Et donc, il faut réfléchir avec un référentiel plurinational. Et ça, c'est super compliqué parce que tout dans nos systèmes nous amène à penser local. Peut-être, Guillaume, un mot sur T-Life. C'est tout nouveau, ça vient d'être créé et ça va dans le sens de la souveraineté sanitaire qui finalement rejoint à la fois le thème d'aujourd'hui et l'actualité de ces derniers mois. T-Life est une spin-off qui vient d'être créée, dont je suis le président, dans un écosystème industriel avec un actionnaire qui s'appelle Tribun, avec l'Institut Polytechnique Télécom Sud Paris, la PHP et d'autres. On s'appuie sur près de 25 millions de R&D européennes menées ces dernières décennies. Et l'enjeu, en fait, c'est de doter l'Union européenne, les Européens, d'une capacité de diagnostic biologique, à la fois pour une médecine personnalisée, mais aussi pour être capable d'anticiper les épidémies et les pandémies. Est-ce qu'on va produire ce qu'on appelle un jumeau optique, qui n'est pas un jumeau virtuel, mais c'est une information de base d'une qualité infiniment supérieure à celle d'un diagnostic biologique qu'on a aujourd'hui, pour être en mesure, au niveau individuel par exemple, d'anticiper les leucémies, d'avoir un diagnostic sûr sur la malaria qu'on n'arrive pas à résoudre, et au niveau collectif, grâce aux jumeaux virtuels que Atos, Dassault Systèmes ou d'autres sociétés européennes peuvent faire, être capable d'anticiper et de simuler les épidémies et pandémies. Avec des bénéfices, c'est que quand il y aura des confinements à faire, eh ben on les fera de manière hyper localisée. Et donc, on ne va pas retourner dans ces problématiques. Mais la santé aussi, c'est un enjeu au cœur de la compétition internationale, et notamment chinoise, russe, etc. Et celui qui produit l'information sanitaire de base, et c'est ce que nous voulons faire, définit un standard de fait, et sans avoir besoin de 20 à 30 ans de processus de standardisation. Et là-dessus, il y a un enjeu de valeur. C'est que selon le standard qu'on définit, ce n'est pas exactement la même vision de la santé humaine ou de la santé tout court qu'on a. Et bien sûr, on utilise l'intelligence artificielle, mais j'allais dire de manière systémique ou intégrée. Depuis l'acquisition de l'information, en cherchant une information de qualité et de précision dès le départ, jusqu'à sa reconstitution et à sa classification. Donc voilà un peu le chantier que je préside aujourd'hui.
Merci beaucoup, Guillaume. Monsieur le sénateur, j'aimerais qu'on évoque avec vous, et je l'ai un petit peu souligné au départ, la boussole stratégique qui a été évidemment présentée par la Commission européenne et Madame van der Leyen, sa présidente. Vous avez posé la question de quelle boussole finalement stratégique pour l'Europe. On vient d'évoquer un certain nombre d'éléments sur comment fédérer cette Europe pour adresser ces challenges et ces défis. Quels sont les points saillants qui ressortent des travaux que vous avez conduits avec les autres sénateurs qui vous ont accompagné? Oui, je vous remercie. Effectivement, au sein de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, on a travaillé sur la défense européenne, le défi de l'autonomie stratégique, la boussole stratégique de l'Union européenne qui sera officiellement présentée pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et effectivement, un des points saillants, c'est la question de l'analyse des menaces en Europe. On ne peut pas avancer sur la défense européenne, qui est un terme que nous préconisons plutôt que le terme consacré d'Europe de la défense, qui lui est un terme intraduisible. Dès lors que les Français utilisent des termes que l'on ne peut pas traduire ni en allemand, en italien ou en anglais, on ne sera pas compris de nos partenaires européens. C'est la raison pour laquelle nous prônons l'utilisation du terme de défense européenne qui, lui, est traduisible. La Difensa Europea, eine Europäische Verteidigung, European Defense. Commençons déjà par des termes traduisibles plutôt que des termes qui ne le sont pas. Première chose. Deuxièmement, l'analyse des menaces. Parce que, en nous rendant dans un certain nombre de capitales européennes auprès des ministères de la Défense, des ministères des Affaires étrangères, des think tanks, mais également des parlements, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est la différence d'appréciation au sein de l'Union européenne en ce qui concerne l'analyse des menaces. Évidemment, nous, en France, nous sommes extrêmement préoccupés, à juste titre, par ce qu'on appelle la menace sud dans le langage otanien, c'est-à-dire le terrorisme islamiste. Mais quand, évidemment, on est dans les pays baltes, à Varsovie ou à Bucarest, ce n'est pas la préoccupation première. La préoccupation première, c'est l'Est. Et donc, vous voyez que la priorité, selon que l'on soit en Espagne, en Belgique ou en France, ce sera la menace sud, et dans les pays que j'ai cités précédemment, l'Est. Et donc, vous voyez, il y a une différence d'appréciation fondamentale. C'est la raison pour laquelle nous avions préconisé la création d'un livre blanc afin que cette analyse des menaces soit faite entre les services de renseignement européens, et c'est ça le point de départ de la boussole stratégique de l'Union européenne. Et il y a un troisième groupe de pays, enfin plutôt de peuples plutôt que de pays, c'est-à-dire je pense notamment aux Allemands qui, eux, ne se sentent menacés ni par le Sud ni par l'Est. Alors évidemment, quand vous parlez avec le chef d'état-major, il a parfaitement conscience des menaces, mais les populations n'ont pas cette conscience des menaces. Où je veux en venir, et c'est là où j'en viens à la cybercriminalité, c'est que vous voyez, il y a une différence d'appréciation, des différences d'appréciation fondamentales au sein de l'Union européenne sur ces questions, mais là où on se rejoint, c'est sur l'espace et le cyber. Il y a une vision commune sur la menace cyber, et c'est là où justement la boussole stratégique de l'Union européenne jouera tout son rôle, c'est qu'on peut se mettre d'accord au sein de l'Union européenne sur le fait que la menace cyber concerne tous les pays de l'Union européenne sans distinction, et ceci indépendamment des questions du terrorisme djihadiste ou de l'Est. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. On reviendra tout à l'heure sur le volet de l'OTAN, puisque c'est notamment ce que disait le président de la République lorsqu'il appelle de ses voeux à cette troisième voie européenne dans le cadre de l'OTAN. Et ça, c'est un point aussi important sur lequel nous reviendrons avec vous et puis avec nos autres invités. Didier Trudt, j'aimerais qu'on évoque avec vous, ça a été souligné par Guillaume précédemment, la question de la standardisation, de la normalisation. Ça, ce sont des sujets absolument stratégique dans ce champ que nous évoquons. Est-ce que l'Europe pourrait se doter de sa propre capacité à certifier ses algorithmes, par exemple? C'est pas est-ce qu'elle peut, c'est que je pense qu'elle doit le faire.
Je pense que la notion de standard, la notion de certification, elle est primordiale. Moi, quand on revient sur le domaine de l'identité, quand on est dans l'identité physique, aujourd'hui, on a quand même des industriels qui ont su porter au niveau international des standards, des technologies, des solutions qui se sont imposées. Je ne suis pas sûr que dans l'intelligence artificielle, dans le cyber, on soit au même niveau, parce qu'il y a un certain nombre de comités, d'instances, qui ne sont pas des instances ou des comités européens, dans lesquels ces discussions finalement prennent place avec des certifications de technologie. Vous allez sur ce magnifique salon, vous allez voir des SAS, vous savez, l'équivalent des SAS Paraf. Dans les SAS Paraf, vous embarquez énormément de biométrie, de technologie biométrie. Une grande partie de cette technologie biométrique, elle a été certifiée par le NIST américain. On pourrait quand même se dire, mais pourquoi on n'a pas l'équivalent du NIST européen pour être capable d'aller certifier finalement nos technologies biométriques. Et je prends cet exemple, mais vous pouvez imaginer que vous pouvez le décliner encore une fois pour l'IoT, vous pouvez le décliner pour la blockchain. À chaque fois, il y a un peu une tendance de... Tout ça semble très interopérable, très mondial. C'est pas le cas, il faut la certifier. Et en plus, dans la certification, on pourrait... qui entraînera forcément le développement de ces technologies, vous reviendrez concrètement sur du privacy by design, sur le respect de RGPD, si vous voulez, de l'éthique, si on le veut. Donc ça va très très loin et je pense que l'Europe doit se doter de ces organismes de certification. On en a déjà des organismes de certification. Le CEN, l'ETSI, il faudrait peut-être juste renforcer leur capacité pour qu'ils puissent finalement exercer ce rôle. Et il y a un superbe rapport qui a été fait, je pense que Guillaume y a contribué, le général Martin Augoire y a contribué. Moi, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous conseille de le lire. Si vous l'avez lu, relisez-le encore une fois. Parce que finalement, on se dit, il y a des choses quand même assez simples qui nous permettent d'étendre nos schémas dans d'autres verticales, de porter avec des leaders européens au niveau des standards ISO ce type de certification et finalement de peser. Et de peser avec une Europe qui n'est pas défensive, mais avec une Europe qui devient attractive parce qu'on va porter finalement ces standards extérieurs. Et moi, je peux vous dire, dans le domaine de l'identité, quand on vient porter des solutions qui se différencient au niveau du traitement de la donnée, on voit qu'il y a pas mal de pays dans le monde qui sont séduits par le fait qu'on porte une technologie qui a été pensée, ou des solutions qui ont été pensées dès le départ, en ayant cette protection, par exemple, de la donnée. Donc on voit que cette voie, elle porte et elle séduit finalement sur un autre modèle. Il y a un modèle américain, très bien, il y a un modèle chinois, il y a un modèle russe. Il peut y avoir ce modèle européen que l'on peut porter. Voilà. Un modèle européen qui se base aussi beaucoup sur l'éthique. Et ça, au cœur de l'identité numérique, c'est très important. Mais sur l'ensemble des sujets que vous avez évoqués, chacun de vous, c'est un des piliers qui séduit aussi dans l'approche vis-à-vis des pays avec lesquels vous échangez. Est-ce que l'Europe peut renforcer et promouvoir véritablement cette éthique avec les algorithmes qui fait référence à ce que vous disiez juste avant? Moi, peut-être un avis personnel, mais je pense, oui, c'est des valeurs quand même qui sont universelles. On veut protéger notre identité. Je pense de plus en plus, il y a cette sensibilité à vouloir contrôler le partage de sa donnée, d'être certain que finalement la façon dont on va pouvoir s'identifier et partager ses données est contrôlée par nous. Et donc, il y a cette dimension éthique qui nous rejoint. Alors, on pourrait se dire, moi, j'ai participé il y a quelques années dans un débat aux États-Unis autour de la RGPD. Et le débat était assez agressif, assez engagé, on va dire, et entre deux blocs. Et au bout d'un moment, le débat, il a évolué, et il a évolué déjà entre américano-américains, on va dire, parce que cette question, elle interpelle et elle peut séduire, même là où, évidemment, on avait eu les réactions les plus violentes. Mais soyons simples, il y a l'appel de Paris qui a été fait. L'appel de Paris, c'est quoi? C'est de dire, dans le monde en ligne, vous voulez exactement les mêmes droits que dans votre monde physique. Et encourageons l'Europe à rejoindre finalement cet appel de Paris, parce que ce sera beaucoup plus facile ensuite de pouvoir exprimer, traduire ce qu'est la notion d'éthique, ce qu'est la notion de privacy et la façon dont on veut désigner ça. Et encore une fois, moi je pense que ce n'est pas défensif, ça peut être très... D'abord parce que pour sortir des technologies qui sont compatibles, je suis sûr que M. le ministre le sait, il faut un peu de créativité et ensuite ça devient un élément différenciant. Voilà.
Merci beaucoup Didier, vous l'avez évoqué, le rapport que vous invitez à lire. Alors évidemment, on vous encourage tous à le parcourir et évidemment Guillaume y a très largement contribué avec des recommandations qui sont faites pour faire que la cybersécurité soit un véritable pilier de cette souveraineté numérique. Est-ce qu'on peut évoquer, alors non pas l'entièreté du rapport parce que malheureusement le temps nous manque, mais comme il est accessible, on pourra bien sûr y revenir après. En revanche, peut-être les 2 ou 3 points saillants que vous voudriez partager avec nous ce matin. D'abord, une question de philosophie, parce qu'on parle beaucoup de cyberdéfense, de cybersécurité. Je crois qu'en termes de réflexion, il faut avoir une réflexion en termes de cyberactivité, qui est aussi plus positive, parce qu'autrement, on est en permanence dans une posture défensive. Et ça, on n'y a pas insisté dans le rapport, mais quand j'ai lu un petit peu ce qui se passait aux États-Unis et en Chine, je me dis, la philosophie du rapport, c'est passer d'une posture réactive à une posture proactive, et c'est passer des silos à la transversalité. Et il faut faire du cyber, alors je ne sais plus si c'est la cybersécurité, du cyber, un principe transversal. Et le commissaire Thierry Breton a insisté sur la mise en place de 14 écosystèmes industriels. Il faut que et le numérique et le cyber soient complètement transversaux à ces 14 écosystèmes. En tout cas, ça c'est un point clé de la philosophie du rapport. Le deuxième élément de ce rapport qu'on a co-présidé avec le général Watin-Houguard de la Gendarmerie nationale pour la présidence française de l'Union européenne, il y a 28 propositions, c'est la nécessité d'avoir une compréhension commune et une prise de conscience commune des enjeux. C'est absolument nécessaire parce qu'autrement, il n'y a pas de confiance. Et le manque de confiance entre les Européens fait que dans plein de domaines, en fait, on ne se comprend pas et on ne peut pas avancer. Et pour ça, il faut une formation commune, et notamment pour nos dirigeants. Parce que je crains, quand j'écoute nos dirigeants politiques, je ne parle pas de vous, mais plusieurs chefs d'État ou de gouvernement, des ministres spécialisés, etc., ils n'ont pas cette perception commune. Et la réalité en Europe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des niveaux qui sont très, très différents, et cette différence de niveau fait qu'on n'est pas confiant. On n'est pas confiant pour la certification pour ça. Donc il faudrait utiliser le plan de relance européen, ou ce qu'il en reste, pour mettre tout le monde à niveau. Et ça, le faire de manière express. Et ça évitera de penser la cyber en 27 silos pour la penser de manière systémique. On a parlé tout à l'heure du succès européen, j'aimerais quand même revenir dessus. Ce pass Covid. Ce pass Covid, il n'a pas attendu les gouvernements. La Commission européenne, pour une des premières fois de son histoire, s'est comportée comme un gouvernement. Et elle l'a imposé. Et on a gagné 18 mois. Mais autrement, si on était passé dans le processus, et là-dessus, il faut tirer des enseignements. Si on agit avec une pensée européenne et une capacité d'action européenne immédiate, on gagne du temps et l'Europe, tout d'un coup, devient crédible. Mais autrement, elle est toujours à la masse en train de se chercher. Et là-dessus, il y a un sujet qui mérite vraiment d'être développé, parce que dans le cyber, si on ne l'applique pas, quoi qu'on fasse, on sera toujours à la masse. Alors, le rapport a 6 composantes, les talents et les compétences. On propose une sorte d'IHEDN européenne, formation commune, chaque pays peut l'avoir, mais avec le même socle de formation, et que ça soit appliqué vraiment rapidement. Il y a un pilier diplomatique. Et en effet, le fait que l'Union européenne rejoigne l'appel de Paris serait déjà quelque chose de bien. Il y a un pilier de lutte anti-cybercriminalité. On suggère par exemple un parquet européen cyber pour gagner du temps. Il faut du temps. On est dans une lutte de temps. Donc il faut gagner du temps maintenant. Une approche commune en matière de lutte de la cybercriminalité, en réunissant par exemple les principaux centres qui existent aujourd'hui. Et puis une loi cybersécurité et résilience, donc elle va avoir lieu très bien. Et enfin surtout une réflexion industrielle véritable. L'Europe a plein de pépites, mais personne ne le sait. Et le problème, c'est que quand un GAFA lance un service, dans la minute, il est connu mondialement. Nous, on a un service de messagerie, par exemple, européen qui s'appelle Olvid, je ne sais pas si vous en avez entendu, qui est pas mal du tout, mais personne ne le connaît. Et si la promotion était assurée par Facebook, croyez-moi, tout le monde l'aurait adopté. Et donc, on a cette problématique de faire savoir, parce qu'on a
beaucoup d'atouts, mais qu'on n'arrive pas à jouer parce qu'on n'a pas la puissance marketing pour le faire et puis on n'a pas la stratégie industrielle pour le faire. Alors, ce n'est pas seulement un European Digital, c'est la capacité aussi à avoir une commande publique. Et quand je dis commande publique, c'est aussi bien des administrations que des entreprises publiques, que des services publics qui soient coordonnés à l'échelle transnationale. Parce que la vérité, c'est que vous pouvez avoir toutes les politiques publiques françaises pour développer des entreprises, mais il n'y a pas la taille critique. Il faut arriver au moins à penser à 27 tout de suite. Autrement, les boîtes, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont chercher le marché américain, les capitaux américains, et puis c'est fini. Et donc là-dessus, il y a un point vraiment sensible sur une capacité. Alors, j'en parle aux dirigeants d'Atos, je vous en parle aussi, parce qu'il faut qu'on aille là-dedans très rapidement. Peut-être dans le cadre de coopération ciblée, je ne vais pas dire renforcée, mais c'est la condition pour que nos sociétés puissent exister avec suffisamment et se développer avec suffisamment de vitesse, mais aussi que les intérêts européens restent majoritaires. Parce qu'autrement, on finance, on a plein de systèmes de financement, mais on n'a pas le système de commande publique russe, chinois ou américain qui fait que les dirigeants peuvent rester majoritaires chez eux. Et c'est ça qui fait le succès aussi des plateformes globales, c'est cette capacité à avoir des fondateurs qui restent sur plusieurs décennies. En Europe, on ne sait pas faire, sauf si on progresse très lentement et qu'on reste lilliputien. Et ça, c'est pas possible dans le monde numérique. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, comme monsieur le vice-premier doit nous quitter dans quelques instants, j'aimerais qu'on évoque quand même avec vous. Je vous ai vu beaucoup réagir à ce qui a été dit, acquiescer, où finalement ça fait écho à ce que vous disiez et vous reconnaissez dans ce qui a été présenté ce matin. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur les éléments, notamment de la cybersécurité? Vous en avez parlé un petit peu. Comment est-elle prise en compte, perçue en Ukraine? Et puis, sur le sujet des compétences, on en a beaucoup parlé. On le sait, la puissance de demain, ce sera celle des talents. Comment est-ce que vous adressez cette formation à la cybersécurité et puis finalement au numérique plus largement? Et enfin, comment voyez-vous les partenariats qui pourraient être faits entre l'Ukraine, alors j'ai envie de dire avec la France, puisque quelque part nous avons d'éminents représentants aujourd'hui de notre pays, et puis avec d'autres États membres également? En effet, d'abord, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit concernant les valeurs communes des pays européens. L'exemple des certificats Covid a montré comment on peut prendre la documentation unique et introduire dans chaque pays européen les certificats Covid qui sont valables dans tous les pays européens. Ça peut être un design qui peut être différent ou des applis, mais le marché unique numérique pour le produit existe. Et pour moi, c'est la première expérience de la sorte lorsqu'un produit est introduit très rapidement dans l'ensemble de l'Europe. Je suis tout à fait d'accord également qu'il faut s'occuper de l'hygiène cyber, c'est-à-dire apprendre aux gens les moyens de base pour que les gens apprennent à se défendre, pour qu'il existe une certaine culture numérique. Tous les ans, nous apprenons à plus d'1 million d'Ukrainiens la base du numérique. Ce sont des cours online gratuits pour les grands-pères, les grands-mères. Ça peut être sur la base des bibliothèques numériques. Ce sont des produits qui peuvent apprendre. Donc la culture numérique, il y a des produits intuitifs qui permettent d'avancer. En ce qui concerne la cybersécurité, tout d'abord, nous avons besoin d'un dialogue entre les pays de l'Union européenne. Nous devons échanger nos expériences en fonction des attaques que nous avons subies. Nous devons pouvoir réagir rapidement et ensemble aux attaques dont on est cible. On doit partager sur les hackers dans nos pays. Donc je pense que nous devons comprendre en temps réel ce qui se passe. Apparaît une nouvelle expérience, comment mener les enquêtes des incidents cyber. Et c'est une nouvelle méthodologie.
Дуже багато говорять про On кібербезпеку. parle beaucoup de la cybersécurité, Але дуже важливо постійно mais il est très important розглядати конкретні кейси, d'étudier constamment як вони les були cas вирішені, concrets, comment і les problèmes ont розповсюджувати été цей résolus досвід. et partager cette expérience. Компанії з кіберзахисту Les sociétés de cyberprotection, cybersécurité повинні стати doivent відомими devenir популярними брендами, про які знають célèbres et des держави, marques connues des États, про які знають бізнес. connues du business. Це компанії майбутнього. Ce sont des sociétés du futur. У нас є, я вже говорив, кілька Red Team. Comme j'ai déjà dit, nous avons des Red Teams, donc les Це команди, які équipes атакують постійно наші rouges ж qui ресурси. attaquent constamment nos propres ressources. І ми бачимо Et nous voyons і інші державні органи. Тобто ми збираємо досвід для того, щоб nous виправляти collectons помилки, які є l'expérience в pour державі. pouvoir corriger les choses. Але якщо торкнутися приватного Mais si сектору, on touche le secteur privé, то за 2 секунди знаходиш вразливості on peut trouver en в 2 secondes 80% les бізнесу. points vulnérables dans 80% du І business. це в кожній країні так. Et c'est le cas dans chaque pays. Тому потрібно створювати нову Par conséquent, il культуру. faut créer une nouvelle culture Коли створюється бізнес, lorsqu'une він affaire зазвичай est має ouverte. фінансиста або бухгалтера, Donc ce business a toujours un HR financier, un spécialiste, comptable, людей. un responsable des ressources і humaines. поряд з цими людьми повинні à бути côté, кіберексперти і Doit кіберкомпанії. avoir existé systématiquement un spécialiste de cybersécurité. На базі кожного міністерства повинен Pour бути chaque ministère кіберцентр, doit exister un centre, кіберекспертиза. donc cyberexpertise. У нас сьогодні є заступники цифрової Aujourd'hui, nous трансформації в avons кожному des міністерстві. adjoints de transformation numérique dans chaque ministère. І ми на них починаємо накладати цю Et функцію. c'est eux qui Au sont cyberzahist. aujourd'hui chargés de cette fonction de Ми cyberprotection. прийняли на Раді Nous національної avons безпеки adopté notre кіберстратегію Conseil до de sécurité 2025 la року. cyberstratégie de notre Почали pays jusqu'en створювати 2025. кібервійська. Nous avons commencé à créer la cyberarmée. І ми розуміємо, що це тільки Et початок nous взагалі. sommes parfaitement conscients qu'il ne s'agit que d'un début. Перед нами всіма дуже багато Nous викликів. avons énormément de défis auxquels nous devrons faire face. Але наше завдання Mais notre objectif навчитися est вирішувати d'apprendre à régler від загального до конкретного кейсу ситуації du наших petit au громадян, grand tous les problèmes de nos citoyens, швидко реагувати, de réagir rapidement, знаходити корінь проблеми, de trouver les racines des вирішувати problèmes, такі побутові de кібершахрайські régler кейси, les cas de tout simplement напрацьовувати, de документувати цей criminalité. досвід Donc cumuler cette і expérience ділитися цим et досвідом. partager cette expérience. Merci infiniment, Monsieur le Vice-Premier ministre. On va vous laisser peut-être poursuivre, puisque je sais que vous avez quelques rendez-vous importants qui sont fixés. On aura le plaisir de vous retrouver tout à l'heure pour échanger. Donc nous poursuivons sur la thématique de l'OTAN. Monsieur le sénateur, je l'ai évoqué tout à l'heure. Le président a appelé à la construction de cette troisième voie européenne dans le cadre de l'OTAN. Vous appelez-vous à ce qu'il y ait une véritable stratégie qui soit éditée, mais qui ne soit pas un copier-coller de ce que propose l'OTAN. Concrètement, comment on s'y retrouve ? Pour que l'Europe avance, et c'est un souhait partagé, je crois, dans cette table ronde, il faut d'abord avoir la prise de conscience de la question suivante. Qui défend l'Europe ? Et aujourd'hui, quand on pose cette question à Bucarest, la réponse est claire. Ce sont ni l'armée roumaine, ni la protection européenne dans le cadre de l'article 42.7 du traité de l'Union européenne, ni même vraiment l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, mais c'est surtout la présence de soldats américains sur leur sol. Et en réalité, pour la majorité de nos partenaires, ce qui est la protection du continent européen, c'est la présence de soldats américains sur leur propre sol. Et tant qu'on n'a pas cette prise de conscience, on n'avancera pas. Parce que la difficulté à laquelle nous, les Français, nous sommes confrontés, c'est que comme nous n'avons pas sur le sol français de militaires américains stationnés en permanence pour protéger la France, évidemment, nous ne réalisons pas que nous sommes une originalité en Europe, nous les Français. Parce que la France et les Français ont, à juste titre, et ils ont raison de le penser, confiance dans leur propre armée pour les protéger. Et c'est vrai.
L'armée française est la première armée de l'OTAN après celle des États-Unis. L'armée française dispose de la dissuasion nucléaire. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et depuis le Brexit, ces deux prérogatives de puissance, le Conseil de sécurité des Nations Unies et la dissuasion, depuis le Brexit, nous sommes le seul pays des 27 de l'Union européenne à disposer de ces deux attributs de puissance. Donc les Français, le peuple français, se sent à juste titre protégé par sa propre armée. Mais ce que nous, les Français, nous ne comprenons pas, c'est que nos partenaires européens ne se sentent pas protégés par leur propre armée. Ils se sentent protégés par l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire par l'OTAN. Et donc, tant qu'on n'a pas cette prise de conscience, on n'avancera pas vers davantage d'autonomie stratégique et davantage de projets européens. Parce que qui protège l'Europe? Les États-Unis. Voilà. Je sais que c'est un peu brutal ce que je dis là, mais je pense que tant qu'on n'avancera pas sur cette question, tant qu'on ne fera pas le bon constat, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Et ce qui est en train de se passer, il y a une continuité Obama, Trump, Biden sur la question du pivot asiatique. Vous savez que Barack Obama était le premier à théoriser le pivot asiatique, c'est-à-dire la confrontation avec le compétiteur chinois qui en fait se retrouve des deux côtés de l'océan Pacifique, puisque nous avons à l'ouest de l'océan Pacifique la Chine et à l'est de l'océan Pacifique les États-Unis, dans une compétition pour la place de leader mondial. Et le centre du monde aujourd'hui, c'est le passage d'un jour à l'autre. Et quand on regarde une carte du monde, non pas centrée sur Greenwich, mais sur le passage d'un jour à l'autre, l'Europe est à la marge de cette carte. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer dans la tête de ceux qui sont dans cette compétition. Je ne vais pas rentrer sur la théorie du piège de Thucydide, mais si vous repensez à Sparte et Athènes, je pense qu'on est sur ce chemin. Bon. Donc, en fait, il faut que les Français qui sont nous disposons en termes de sécurité et de défense d'un poids, d'une parole qui est écoutée par nos partenaires européens pour la raison suivante, c'est qu'ils admettent tous et sans aucune contradiction que l'armée française et la défense en France, c'est le rôle de numéro 1. Donc nous sommes écoutés, mais pour convaincre nos partenaires, il faut les connaître, il faut savoir ce qu'ils pensent, il faut savoir aussi ce dont ils ont peur. Et ce travail-là est absolument indispensable. C'est ce que nous avons tenté de faire au sein de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Et par exemple, je ne pense pas qu'il faille parler de mort cérébrale de l'OTAN à des pays, nos partenaires européens, qui sont fondamentalement otaniens. Il faut les amener vers davantage d'autonomie stratégique. Sur la dimension de la continuité Obama, Trump, Biden sur le pivot asiatique. En réalité, qu'est-ce que cela sous-entend? Ça sous-entend qu'aujourd'hui, l'OTAN est en train d'être réorientée. C'est ce que Biden a théorisé lors de son déplacement au mois de juin en Europe. En fait, il a réaffirmé la sécurité à travers l'article 5 du traité de Washington. Et ça, c'était absolument fondamental pour les partenaires européens d'Europe centrale et orientale. Parce que vous savez qu'ils avaient tremblé, les capitales européennes avaient tremblé lors d'une interview de Donald Trump sur est-ce que les États-Unis viendraient en aide spontanément si le Monténégro était attaqué. Et Trump, dans une interview, disait pas nécessairement. Donc il remettait en cause la garantie de sécurité, le parapluie américain sur la protection des États de l'OTAN, et notamment en Europe orientale. Et en fait, Joe Biden, lors de son déplacement au mois de juin, a réaffirmé, comme le faisait Obama avant lui, la garantie de sécurité américaine à travers l'article 5, mais d'une certaine manière, il l'a conditionné en expliquant qu'il fallait réorienter le grand défi vers l'Indo-Pacifique, c'est-à-dire la confrontation pour la place de leader mondial entre les États-Unis et la Chine. Et c'est là où, il me semble-t-il, la boussole stratégique de l'Union européenne doit prendre une certaine indépendance avec la nouvelle stratégie otanienne.
Merci, monsieur le sénateur. Pierre Barnabé, j'aimerais qu'on évoque avec vous, et ce sera la fin de cette session, mais je vous ai vu aussi beaucoup acquiescer à ce qui a été évoqué tout au long de cette table ronde. Quelque part, alors, ça fait consensus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a cette volonté de voir l'Europe de la donnée, dont vous avez beaucoup parlé, devenir cette véritable puissance mondiale. Qu'est-ce qu'il faut donner encore comme impulsion pour vraiment prendre ce leadership? Et j'ai envie de vous demander quel est le rôle d'Atos dans tout ça. Il y a beaucoup de sens commun qui a été donné. Enfin, il y a des choses qui paraissent des évidences, mais qui ne sont... Il faut les rappeler. Il faut les rappeler parce qu'effectivement, il y a des prises de conscience qui sont nécessaires. Déjà, la cybersécurité, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on en parle. Et enfin, je dirais un peu malheureusement, parce qu'il y a eu des attaques très clair, enfin, la prise de conscience est totale. Et la nécessité pour les citoyens, les entreprises et les gouvernements de se protéger est devenue également une évidence. Mais ce n'était pas encore le cas il y a quelques années, hein, soyons clairs. Donc c'est extrêmement bien d'avoir des tables rondes qui rappellent les fondamentaux d'un monde qui change très vite et dans lequel nous sommes sur le coin droite ou gauche de la carte. Il faut le voir. Pourtant, l'Europe reste la première économie mondiale, c'est un fait, et l'Europe reste un des premiers producteurs de données au monde, c'est un fait. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la totalité des Batix, GAFAM et autres beautés de ce monde regardent, investissent, nous draguent, s'intéressent à chacun des pays. D'ailleurs, en s'amusant parfois à séparer, à couper certains pays, certaines régions dans certains pays, etc., pour créer une division qui, effectivement, ne nous est pas motrice. Donc, cette fédération d'Europe de la donnée et donc de la cybersécurité, je dirais même de la sécurité digitale. Parce que c'est vrai que dans l'esprit des gens, cybersécurité toujours associée à l'informatique, comme on le disait avant, etc., l'ordinateur. C'est plus du tout ça. Là où il y a de la donnée, il faut qu'il y ait de la sécurité. C'est pour ça que j'aime bien de plus en plus parler de sécurité digitale. Parce que demain, les robots, qui ne seront pas des humanoïdes, mais les robots seront nos meilleurs amis, mais potentiellement aussi nos meilleurs ennemis s'ils sont attaqués. Donc il faut vraiment réfléchir très globalement à une sécurité digitale et effectivement à créer un espace d'information européen qui soit libre, mais également sécurisé. Et que dans cet espace, les règles qui permettent à ceux de se développer soient les mêmes que ceux qui veulent rentrer dans cet espace. Et ça, c'est ce que j'appelais dans d'autres secteurs industriels le Fair Trade Act, hein. C'est de s'assurer que ceux qui veulent rentrer dans cette zone de chalandise doivent respecter les zones de cette chalandise européenne, mais pas qu'en Europe. Là où ils sont. Et ce n'est pas aujourd'hui le cas. Et on parlait des GAFAM, etc. Il y a des règles effectivement imposées aux GAFAM aux États-Unis, que personne ne conteste et que l'on accepte, qui ne sont pas les mêmes en Europe. Mais il faut que si les GAFAM veulent se développer de plus en plus en Europe, ils respectent là où ils sont, là où ils produisent, où que ça soit, en Arkansas, en Alaska de plus en plus, ces données où ils les stockent, ces règles qui font qu'ils rentrent en Europe et qu'ils se développent en Europe soient imposées également là où ils sont implantés et là où ils produisent. Parce que la donnée, elle se produit. Et la sécurité, effectivement, elle se produit aussi. Donc ça, c'est absolument essentiel de créer cet espace. Il y a une volonté politique, je crois, qui est très forte. Enfin, les différents commissaires européens actuels ont totalement pris conscience de ça. On parle souvent du moteur européen, mais en fait, tous les pays, incluant l'Ukraine, qui fait partie de la maison commune Europe, sont aussi conscients de ça. C'est maintenant que ça se passe. Voilà, ça c'est clair, c'est maintenant que ça se passe. Dans 5 ans, on aura peut-être nos yeux pour pleurer. C'est maintenant que ça se passe. Et le fait que la donnée européenne reste la plus intéressante et la plus productrice aujourd'hui est un fait qui pourrait petit à petit disparaître. Donc c'est maintenant qu'il faut absolument que toute cette chaîne de production et cette chaîne politique se mettent en place définitivement et qu'enfin on crée un espace européen extrêmement puissant et qu'on sorte de l'ombre. Merci beaucoup, Pierre. Je vous propose qu'on prenne peut-être une ou deux questions dans la salle, s'il y a des questions à adresser à nos intervenants. Alors, je vous demanderai simplement de
levez la main. J'essaye de vous voir, mais comme j'ai les projecteurs, je ne vois que des ombres. Alors, y a-t-il une question que vous souhaitez adresser à nos intervenants? Pas de questions? Bien, merci beaucoup, messieurs. C'est évidemment un très grand plaisir de vous avoir à nos côtés. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de points. Et je crois qu'on retiendra, Pierre, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller. Didier, je pense que vous le partagez aussi. Guillaume, monsieur le sénateur, c'est maintenant qu'il faut agir. On aura évidemment le plaisir, à l'issue de cette journée, de produire un livrable qui reprendra l'ensemble des éléments et que nous pourrons également diffuser aussi aux personnes qui ont, comme dirait dans l'espace, le droit d'en connaître, pour faire effectivement avancer ces sujets et porter jusqu'au plus haut niveau les messages que vous avez adressés ce matin. Merci à chacun de vous de votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci Mélanie.